passer au prochain orateur, donc qui va parler de long terme aussi dans ces questions-là. Donc il s'agit de Jean Pinquet, qui est maître de conférence à Nanterre et à l'École Polytechnique. Voilà. Donc en fait, je vais parler du même sujet que Manuel Plisson. En fait, je ne vais pas exposer mon papier de recherche, qui est une analyse microéconométrique sur des contrats d'assurance de long terme et sur les comportements de résiliation. Comme il y a ce sujet qui est vraiment à la mode, et je vais montrer un autre point de vue. Moi, je ne suis pas emballé par l'assurance obligatoire, et je vais dire pourquoi, si vous voulez. Voilà. Ce sera un exposé, disons, complémentaire. Je vais donc parler de quelle est la place de l'assurance dans, disons, le financement des coûts de la dépendance. Alors, le plan de la présentation, c'est rappeler très brièvement le risque de dépendance, mais ça a déjà été fait. La place de l'assurance dépendance, quelques chiffres, et puis donc le point principal, ce seront quelles sont les voies de développement de l'assurance dépendance. Alors, si on parle du risque de dépendance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près, donc en se restreignant à la dépendance irréversible, il y a à peu près une chance sur 5 pour un individu de passer par une phase, un épisode de dépendance irréversible avant de tirer sa révérence, en gros. Plus pour les femmes, moins pour les hommes. Ça augmente avec l'âge, ça augmente avec le temps calendaire de ce qu'on vit de plus en plus longtemps. Mais c'est l'ordre de grandeur. La durée de vie moyenne d'un épisode, c'est un peu plus de 5 ans, ce qui fait que l'espérance de vie en dépendance, c'est un peu plus d'1 an. Et d'ailleurs, ça se voit puisqu'il y a à peu près 1 million de personnes dépendantes en France et qu'une classe d'âge, c'est 800 000 personnes. Le coût total de la dépendance, alors là, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a derrière le chiffre. Peut-être que ça inclut la dépendance partielle, monsieur Plisson va sûrement mieux savoir que moi. Enfin, on cite un peu plus de 20 milliards d'euros, donc c'est-à-dire un peu plus de 1% du PIB. Et ça va augmenter, bien entendu. Alors, la place de l'assurance dépendance, Manuel Plisson l'a dit, c'est à la fois beaucoup parce que le marché de l'assurance dépendance est le deuxième marché au monde après celui des États-Unis, mais c'est fort peu en termes de contribution au coût de la dépendance. Les chiffres donnés par la FFSA, c'est 400 millions d'euros de primes en 2009, 128 millions de prestations, donc ne croyez pas que les assureurs se gavent, en fait c'est parce que c'est un produit en capitalisation et qu'il est en phase de monter en régime, peut-être qu'il se gave, on en reparlera à la fin. Mais on voit bien que même dans une phase, si on restait à 400 millions d'euros de primes, et disons que si on arrivait si le système se stabilisait, la contribution, vous voyez, à 20 milliards serait très faible, de l'ordre de 2%. Bon. Alors, je vais parler donc des voies de développement de l'assurance dépendance. Donc l'argument fort, bien sûr, pour le développement de la dépendance, c'est ce que Philippe Trainard appelait le dernier hold-up des baby-boomers, c'est-à-dire il faut que la génération du baby-boom autofinance plus le coût de sa dépendance. Et ça, je pense que ça peut faire consensus, mais ça fait même, j'imagine, sûrement consensus. Mais ce qu'on doit en déduire pour l'assurance et le développement de l'assurance, c'est peut-être pas forcément, disons, de l'ordre du consensus. Alors, par exemple, si on regarde ce qui se fait, donc, ce qui est proposé, on peut faire de l'obligation d'assurance, on peut faire de la préconisation, je parlerai de l'expérience singapourienne, et on peut faire, bien sûr, des incitations. Vous avez encore permis d'être un peu libéral. L'obligation d'assurance, donc c'est ce qu'il y a dans le rapport de Valérie Rousseau-Debord, qui propose une assurance dépendance obligatoire pour les plus de 50 ans. On ne dit pas d'ailleurs, et pour les moins de combien, parce que je ne suis pas certain que les assureurs soient intéressés par proposer des produits d'assurance aux jeunes filles de 85 ans, ni qu'elles aient forcément envie de l'acheter, mais voilà. Préconisation, c'est le plan Eldershield de Singapour. Je vais rappeler un peu, c'est une expérience très intéressante qui s'est déroulée dans les dernières années. Et puis incitation, ce qui est important, mais surtout dans l'incitation, c'est que la demande d'assurance dépendance, elle est influencée par le poids des autres vecteurs d'autofinancement de la dépendance. Alors, l'expérience de Singapour, l'expérience qui est appelée Eldershield, ça avait consisté à enrôler en 2002 les Singapouriens de 40 à 70 ans. Ils avaient une option de sortie que très peu ont utilisée, 15% seulement, et s'ils ne l'utilisaient pas, ils rentraient automatiquement dans un schéma d'assurance dépendance. Il y avait quelques assureurs agréés. Donc c'est une expérience qui a beaucoup marqué et qui est toujours citée par ceux qui préconisent donc une assurance ou obligatoire ou fortement préconisée. Très peu avaient utilisé l'option de sortie, mais beaucoup ont résilié. 38% la première année, probablement beaucoup qui n'avaient pas compris qu'ils avaient été enrôlés par défaut, et ensuite il y a eu des résiliations importantes. Alors on voit bien que l'assurance dépendance, voilà, c'est quand même dur de la vendre et de la faire garder. Il faut savoir que quand on résilie, on est perdant, parce qu'il y a une provision au contrat qui est perdue, et ce sont des contrats avec un front-loading très important. Alors d'abord, qui a vraiment envie d'acheter de la dépendance? Moi, mon point de vue, mais c'est quand même d'abord des gens qui ont un patrimoine transmissible, parce qu'un assureur parle de protection financière, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on veut se protéger, on veut protéger son patrimoine transmissible contre les coûts de la dépendance. Donc c'est clairement les ménages aisés qui ont une motivation à acheter de l'assurance dépendance. C'est beaucoup moins clair pour des ménages, par exemple, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et qui n'accumulent pas de patrimoine. Ils
Ils auront beaucoup moins de motivation. Quand on regarde les taux de pénétration de l'assurance dépendance aux États-Unis, alors bien sûr, il y a l'effet d'éviction par les politiques publiques, par Medicaid, mais dans le premier quartile de revenus, le taux de pénétration, c'est 0 quasiment, et dans le quartile le plus supérieur, c'est 3 fois la moyenne. Donc on voit bien que, alors je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais c'est très fort. Donc les ménages, en tout cas, qui ont un patrimoine non négligeable, ont les moyens d'autofinancer leur dépendance. L'espérance du coût de la dépendance, quand on est en bonne santé, c'est-à-dire susceptible d'acheter un contrat d'assurance dépendance, c'est à peu près 25-30 000 euros si on divise 25 milliards par 20 milliards et quelques par 700 ou 800 000. Quand on est en bonne santé, bien sûr, en dépendance, il faut multiplier par 5. Le patrimoine d'un ménage propriétaire de sa résidence principale, en moyenne, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc si on fait un système de prélèvement sur l'ensemble du cycle de vie, je m'aperçois d'ailleurs que je ne sais plus si j'ai zappé, non. Oui, quand j'avais présenté la phrase de Philippe Trainard, il y avait les différents modes de financement, et je ne l'ai pas dit oralement, mais les différents modes de financement, c'est bien sûr des cessions d'actifs, c'est aussi, d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'a cité là dans sa prestation télévisée, la récupération sur héritage. In fine, quand le ménage disparaît, on peut faire de la récupération sur héritage des épisodes de financement sous-financés. Donc en tout cas, il y a de quoi, de dépendance sous-financée. Il y a largement de quoi, si vous voulez, payer la dépendance pour les ménages qui ont du patrimoine. Et évidemment, tous les autres modes d'autofinancement sont des sortes d'incitation à acheter de l'assurance dépendance. Donc il y a une voie de développement de l'assurance dépendance qui fonctionnera très bien sur les ménages, on va dire les 70% des ménages de seniors qui ont réellement du patrimoine, en fonctionnant avec des incitations. Et surtout en faisant aussi de l'information, c'est très important. Il y a une publication récente d'universitaires allemands là, dans le Journal of Risk Insurance qui montre que si on informe bien les gens à la fois sur les risques et sur les coûts induits de la dépendance, eh bien, au moins la motivation à acheter de la dépendance augmente fortement. Donc, il suffit donc voilà, de faire bouger les curseurs sur les autres moyens d'autofinancement. Donc, le curseur final, bien sûr, c'est les seuils de récupération sur héritage. Et l'assurance dépendance se développera naturellement. Alors évidemment, ce qui est problématique, ce sont, on va dire, les 30% de ménages de seniors qui n'accumulent pas de patrimoine, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, et puis bon, qui en général, en plus, ont des petites retraites, donc vont moins autofinancer les coûts de leur dépendance avec la retraite. Donc là, j'arrive au transparent final. Évidemment, pour eux, l'incitation, ça ne marchera pas. Et la préconisation à la singapourienne, je n'y crois pas non plus. Il n'y a qu'à voir les taux de résiliation qu'il y a eu à Singapour. À mon avis, en France, je pense qu'on aurait des taux de résiliation encore supérieurs. Alors, l'assurance dépendance obligatoire est-elle la meilleure solution? Moi, j'ai tendance à penser que dans ce cas-là, si véritablement il faut que les ménages modestes autofinancent leur dépendance au-delà de la contribution de leur retraite, un système de type fonds de réserve serait préférable. Moi, j'y vois deux raisons. D'abord, je ne suis pas... Un contrat d'assurance dépendance, donc individuel, ça veut dire vous achetez quelque chose que vous n'avez pas envie d'acheter, parce que les ménages modestes n'ont aucune envie d'en acheter. Alors, les promoteurs de l'assurance obligatoire disent oui, mais alors on pourrait subventionner alors là, à mon avis, on s'éloigne de l'optimum économique. On pourrait subventionner la prime des ménages modestes, mais alors ils vont voir une provision croître sur un contrat, sur un truc qu'ils n'ont pas eu envie d'acheter. Autant faire un truc impersonnel, dans ce cas-là, vous mettez dans un fonds de réserve, et puis, à mon avis, il vaut mieux ne pas avoir de compte personnel. On s'éloigne de l'assurance. Par ailleurs, un point quand même à signaler, c'est que le coût de l'intermédiation serait moindre, parce que je n'ai pas de chiffres en France, mais les chiffres qui circulent aux États-Unis sur les load-in factors, enfin vous voyez, sur le coût de l'intermédiation, sur les contrats d'assurance individuelle, en dépendance, sont élevés. Et c'est très facile à comprendre pourquoi, parce que ce sont des contrats de long terme, le client est enfermé dans le contrat, on doit surtarifer au début parce qu'il faut... Il y a des incertitudes considérables, mais après, qui récupère, si vous voulez, le bénéfice si ça a été surtarifé? Enfin, voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout un chaud partisan de l'assurance dépendance obligatoire. Je n'ai rien contre l'assurance dépendance en elle-même. Voilà, merci.